Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Préfet de région, Madame la Préfète, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Monsieur le Président du Consistoire central israélite de France, Monsieur le Président du Fonds social juif unifié, Monsieur le Président de l'Association du Musée mémorial des enfants d'Isieux, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Ici, vous serez tranquilles. C'est ainsi que le sous-préfet de Belley, Monsieur Pierre-Marcel Wilzer, avait présenté la maison et son magnifique panorama aux épouses d'Atin, qui s'étaient donné pour mission de trouver un refuge à de jeunes enfants juifs réfugiés dans le Midi languedocien, livrés à eux-mêmes dans les camps d'Agde et de Rivesaltes, et surtout menacés depuis novembre 1942 par l'occupation de la zone libre. C'est donc ici, dans cette ferme imposante, comme le sont les maisons traditionnelles du Bugey, que va s'installer, avec l'aval des autorités locales, une petite colonie d'enfants séparés de leurs parents par les événements, mais recueillis et choyés par le couple Zlatin et une poignée d'éducateurs et d'enseignants. Ici, vous serez tranquille, avait dit le brave sous-préfet, et tout semblait lui donner raison. Le département de l'Ain était alors occupé par l'armée de Mussolini, laquelle, on le sait, pratiquait à l'égard des Juifs une politique plus conciliante que les nazis. Qui aurait pu avoir l'idée de venir semer le trouble dans ces jolies montagnes du Bugey, où la douceur méridionale vient à la rencontre des rigueurs du Jura? Qui aurait pu avoir l'idée de venir ici, au bout d'un chemin forestier, pour tourmenter une compagnie d'enfants et leurs accompagnateurs? Qui? Lorsqu'il sauta le premier du camion qui servait alors d'autocar, le jeune Heffman, après avoir fait le tour du propriétaire en quelques bonds à peine, s'était exclamé « Quel paradis !» Et en effet, du printemps 1943, date de l'arrivée des enfants, au 6 avril 1944, cette maison fut bien pour eux un petit paradis. Car vu depuis ses fenêtres, la guerre, ses crimes et ses persécutions paraissaient si loin qu'ils semblaient presque irréels. Bien sûr, la dureté des temps se manifestait par l'absence des parents et aussi par quelques restrictions. Et encore, car ici, on est à la campagne, et l'on trouve toujours ce qui manque si cruellement alors dans les grandes villes. Entre les villages d'Isieux et Brégnier-Cordon, tout le monde connaît la colonie. Tout le monde sait. Et tout le monde se tait. Comme dans des milliers de villages en France, que ce soit au Chambon-sur-Lignon, ou plus au sud, dans les Cévennes, ou encore à Vence, dans la maison créée par Joseph Fichera, la population française, dans sa très grande majorité, se tait et oppose une résistance passive aux lois scélérates de Vichy comme aux vociférations hitlériennes. Il faut rendre hommage à tous ces justes du quotidien, dont on ne connaîtra certainement jamais ni les actions, ni le nom. La famille Perticos, quant à elle, vit dans la ferme voisine
et fournit souvent la colonie. En échange, lorsque les travaux des champs occupent le fermier, sa famille et son ouvrier agricole, ce sont les enfants eux-mêmes qui, dès le matin, partent leur apporter les repas. Au village de Brégnier-Cordon, les petits pensionnaires sont aussi des habitués de la confiserie Bibord, où ils trouvent toujours quelques bonbons à se partager. Ainsi, la vie suit son cours entre les leçons de Gabrielle Perrier, l'institutrice de la République, et les jeux de piste dans la campagne environnante. Très vite, les enfants en âge d'entrer au collège seront même scolarisés à Belley. Certes, il y a bien quelques alertes, notamment à cause des poussées de croissance de certains des garçons dont la haute taille pourrait laisser penser aux autorités locales qu'ils ont triché sur leur âge pour échapper au STO. C'est ainsi que le jeune Paul Niedermann, âgé de 16 ans, sera discrètement exfiltré de la colonie d'Isieux. Puis, tout rentre dans l'ordre. Et la guerre semble s'éloigner à nouveau. Les jeux et les leçons reprennent au gré des jours et des saisons. Pourtant, à partir du mois de septembre 1943, après un magnifique été, les taux se resserrent sur la petite communauté, sans qu'elle en prenne véritablement conscience. La capitulation de l'Italie fait passer les départements autrefois occupés par l'armée du Duce sous l'autorité allemande. Le Rhône ne protège plus les Juifs des persécutions. Au mois de janvier 1944, le médecin de la colonie, le docteur Benriem, est arrêté. Cette fois, l'alerte est grave. Mais le danger semble s'apaiser à nouveau. Les mois passent. Et le 6 mars 1944, la mutation à Châtellerault de Pierre-Marcel Wilzer, le courageux sous-préfet de Belley, enlève aux enfants d'Isieux leur dernière protection. Mais cela, ils ne le savent pas. Tout au moins pas encore. Car à Lyon, dont dépend administrativement le département de l'Ain, le mal est à l'œuvre. Il a un nom, un visage, c'est Klaus Barbie. À ce bureaucrate de la cruauté et de la haine, il faut des représailles. Le maquis s'agite, le maquis résiste. Il prend l'occupant pour cible et lui inflige des pertes qui sapent le moral des troupes d'occupation. Alors, pour venger des soldats allemands tombés dans une embuscade, on raflera les enfants juifs et on les fera monter à bord des convois de la mort. Une première rafle a lieu à Voiron, en Isère, dans la nuit du 22 au 23 mars 1944. Mais pour le chef de la Gestapo à Lyon, le compte n'y est pas. Il lui faut d'autres enfants, d'autres juifs. Cette fois, c'est la preuve que la sécurité de la maison d'Isieux n'est plus assurée et que rien n'arrête la fureur nazie. Il faut partir et surtout cacher les enfants. Sabine Zlatin a placé sa confiance en la personne d'un homme, un prêtre, l'abbé Charles Prévost. Tout aurait dû séparer la juive d'origine polonaise et ce fervent catholique issu de la grande bourgeoisie locale. Mais c'était compté sans l'esprit d'humanité. Alors, le 2 avril, Sabine descend à Montpellier pour l'appeler à l'aide. Il a déjà lui-même caché de nombreux enfants dans l'orphelinat qu'il a fondé, jusque dans sa maison de Palavas-les-Flots. Quand il s'agit de sauver la vie d'enfants, il n'y a plus un catholique et une juive, il n'y a plus un Français et une Française d'origine polonaise, il n'y a plus un prêtre et une assistante sociale, il n'y a plus un grand bourgeois et une réfugiée. Il y a tout simplement un homme et une femme de bien.
Pourtant, il est déjà trop tard. Au matin du jeudi 6 avril, alors que les enfants prennent leur petit déjeuner dans la salle qui tient lieu de réfectoire, une voiture de la Gestapo accompagnée d'un détachement de la Wehrmacht et de 2 camions font irruption, ici, devant la maison. Il suffit alors de quelques minutes pour que le vert paradis de l'innocence enfantine plonge dans la nuit et dans le brouillard. Les ordres fusent, les coups de crosse pleuvent, et c'est à peine si on laisse aux uns et aux autres le temps de prendre quelques affaires. Les enfants terrorisés sont alors pris au col et jetés dans les camions, comme des sacs de pommes de terre, dira un témoin effaré. Seul Léon Heifmann, prévenu par les cris de sa sœur, parvient à s'échapper in extremis en sautant par la fenêtre. Plus tard, il deviendra médecin. Les autres sont embarqués et les camions militaires démarrent en trombe. Mais tout à coup, les voisins accourus vont entendre les enfants chanter à tue-tête. Ils n'auront pas l'Alsace et la Lorraine. La gorge se serre, mesdames et messieurs. La voix même se brise. À la seule idée que ces enfants, arrachés à leurs parents, traqués et pourchassés, ces enfants jetés dans des camions, entourés de soldats de la SS qui les tenaient en joue, aient pu trouver la force et le courage de chanter jusqu'au bout leur amour de la France. Le soir même, Klaus Barbie adresse un téléx à Paris pour se féliciter de sa prise. 44 enfants âgés de 5 à 17 ans et 7 adultes. Tous juifs. Celui qui ne l'était pas a été relâché et ses parents seront soupçonnés d'avoir vendu les enfants d'Isieux, mais ce fut à tort. Dès le lendemain, les petits prisonniers sont envoyés à Drancy. Le 13 avril, les 3 hommes adultes en âge de travailler sont déportés au camp de Raval en Estonie, où ils seront fusillés. Les enfants, eux, vont monter dans leur très grande majorité à bord du convoi 71 qui les conduit à Auschwitz. Dans le même convoi se trouvait une autre jeune fille, Simone Jacob, et sa famille. Simone Jacob, que nous connaissons tous sous le nom de Simone Veil. En écrivant ces lignes, j'ai espéré que jusqu'au bout, les plus grands aient pu s'occuper des plus petits, comme Madame Zlatin le leur avait appris ici. Et surtout, oui, j'ai espéré que l'insouciance qui protège toujours l'enfance des plus grands drames les ait bien accompagnés jusqu'aux portes de la mort, jusqu'aux portes de l'enfer. Alors heureusement,